Bonjour à tous, bienvenue à ce troisième et dernier webinaire de la série avec notre partenaire, présentateur et commanditaire Desjardins Entreprises. Je m'appelle Maxence Joseph Fortuny, je suis votre conseiller en transfert d'entreprise aujourd'hui du CETEC. Le webinaire dure 1h30, pas 1 heure, et son enregistrement sera disponible sur notre blog la semaine prochaine. Tout au long du webinaire, on vous invite à poser vos questions dans la rubrique questions et réponses et à écrire vos commentaires dans le chat. Mes collègues Fanny, Nolwenn et Elodie seront là en soutien technique. Vous ne les verrez pas, mais il se peut que vous les entendiez à quelques reprises. Avant de commencer, j'aimerais inviter notre directeur général du CETEC, M. Alexandre Olive, qui aimerait vous souhaiter la bienvenue. Oui, merci Maxence. Je vous souhaite la bienvenue à cette dernière édition. En fait, on est plusieurs centaines ce matin à partager ça. Ce matin, c'est avant-midi. Il y en a d'autres qui sont en train de se connecter. On a des experts, des repreneurs et des cédants. En fait, je suis très heureux, encore une fois. On parle beaucoup de reprenariat. Je pense qu'aujourd'hui, son impact au Québec est très important. Vous savez, on parle d'à peu près 34 000 entreprises entre 2020 et 2025 qui ont l'intention de transférer, et ce chiffre-là est très conservateur. Et parmi eux, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, grosso modo, nous disait il y a quelques mois que 3 chefs d'entreprise sur 4 sont prêts, seulement à peine 10% là, sont vraiment prêts à vouloir céder ou à avoir fait les démarches, en tout cas pour être prêt. Au Québec, en tant que chef de file du reprenariat, le CETEC a une équipe régionale, vraiment, enfin provinciale, répartie sur toutes les régions du Québec. On vous offre vraiment les meilleures chances de transfert en offrant à la fois des formations, à la fois des services conseils et surtout des occasions de maillage pour réussir vraiment à trouver le bon fit entre un cédant et un repreneur. Je vous invite vraiment à profiter de cette formation pour répondre et pour en tout cas poser le plus de questions possible. C'est un long sujet, beaucoup de choses à dire en quelques heures, en 1 heure. Mais voilà, je finirai aussi sur une chose, c'est que je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas vu, dans à peu près 3 semaines, le 29 mars prochain, aura lieu le 6e sommet du reprenariat, qui est le seul événement au Québec qui est exclusivement destiné au transfert d'entreprise, avec un parcours cédant, un parcours repreneur, avec la présence de différents experts. On attend plus de 300 personnes à cet événement-là. C'est très complet. Donc, on vous invite à ne pas le manquer. Vous avez dans le chat l'adresse pour ceux qui voudraient vous inscrire. Il y a encore quelques billets de disponibles. Voilà. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous surtout un très bon webinaire et au plaisir de se reparler ultérieurement. Merci. Merci Alexandre pour l'intervention. Je suis par ailleurs aujourd'hui accompagné par Olivier Gagnon-Lacourcière, donc directeur du transfert d'entreprise chez Desjardins Entreprises. Olivier, je te laisse quelques mots pour te présenter. Merci Maxence. Bonjour à tous. En effet, tu le mentionnes très rapidement. Donc, mon nom est Olivier Gagnon-Lacourcière, directeur de transfert d'entreprise au sein du mouvement Desjardins. Donc, on est une équipe de spécialistes en transfert d'entreprise qui accompagne l'ensemble des centres Desjardins d'entreprise au Québec et en Ontario, qui accompagnent les clients, autant les cédants, les repreneurs, lorsqu'on parle de transfert d'entreprise, que tout type d'entrepreneurs. Dans mon rôle, je suis appelé à accompagner les CDE de l'Est de la ville de Québec et de la Mauricie. Donc, plaisir d'être avec vous là, ce midi. Merci Olivier. Écoutez, on va pouvoir donc débuter rondement. L'objectif aujourd'hui, vous le savez, on vient parler de la post-transaction. Avant vraiment de rentrer dans le sujet, on va quand même faire un petit tour par qui sont nos organisations, donc le CETEC ainsi que Desjardins Entreprises. Le CETEC, en bref, j'imagine que si vous êtes là aujourd'hui, vous avez quand même une notion de qui nous sommes, mais tout de même, nous sommes donc un OBNL qui est neutre, donc on n'interfère pas dans le processus du transfert, on l'accompagne. On a un mandat gouvernemental, on est soutenu par le ministère de l'économie, de l'innovation et tout récemment de l'énergie. On a une présence, comme Alexandre a eu l'occasion de le mentionner, qui est donc sur l'ensemble du Québec, mais qui se décline dans chacune des régions. Dans mon cas, je suis conseiller pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis par ailleurs,
À travers tout ça, on a une mission qui nous anime. La mission, c'est vraiment de participer positivement au bilan entrepreneurial du Québec. On veut réellement que lorsqu'un transfert se réalise, l'entreprise, on l'a encore dans notre patrimoine collectif pendant encore des décennies. Le but est vraiment de réaliser des transferts et non pas uniquement des acquisitions, fusions-acquisitions. Côté de Desjardins, je vais laisser Olivier pouvoir présenter les services de son organisation. Merci, Maxence. Donc oui, évidemment, Desjardins est assez bien connu. C'est une institution financière. Oui, on va parler de financement, mais lorsqu'on parle de transfert d'entreprise, c'est principalement un écosystème d'experts multidisciplinaires qui va accompagner autant les cédants et les releveurs dans une approche qui est tout au long d'un processus de transfert. Donc, autant des spécialistes à l'interne de Desjardins, on va également collaborer avec les spécialistes qui sont à l'externe de Desjardins, qui vont avoir un rôle également très important au sein de tout le processus, que ce soit auprès des cédants ou des releveurs. Donc, notre rôle, c'est de bien accompagner et d'être bien présent tout au long de ce processus-là, en collaboration avec l'ensemble de ces experts. Donc, j'ai pu en glisser quelques mots au préalable. On est aujourd'hui dans le 3e et dernier webinaire de la série. Si vous avez eu l'occasion de suivre les 2 premiers, c'est génial. Autrement, vous pouvez les retrouver actuellement sur notre site web. Normalement, ce qu'on a vu précédemment, c'était vraiment toute l'importance de la préparation. Le fait qu'un processus de transfert, en moyenne, ça dure entre 2 et 5 ans. Donc, on conçoit qu'il y a quand même un bon morceau là-dedans qui se situe au niveau de la préparation. Après ça, il y a des éléments qui sont rattachés à la transaction. On parle souvent des 3 penchants d'un transfert, soit le transfert d'avoir, le transfert de pouvoir et le transfert de savoir. Dans le transfert d'avoir, vous avez les 2 gros blocs centraux où bien sûr le financement va être important, il y a la vérification diligente, un ensemble d'éléments qui vont être des choses importantes à regarder. Mais cela dit, il y a quand même un point important là-dedans qui n'a pas été nécessairement vu, même si en le suivant, vous avez certainement eu la possibilité un peu voir un fil rouge qui est la question de la transition. Le transfert, beaucoup, ça passe par la transition. J'ai mentionné les 2 autres éléments, pouvoir, savoir. Puis cette transition-ci, elle passe souvent par des éléments comme justement un plan de communication, une révision des rôles et responsabilités, puis aussi tout ce qui va être vraiment le transfert en tant que tel, donc concrètement, comment est-ce que ça se réalise. C'est pour cette portion-ci qu'on est aujourd'hui présent, et vous allez voir, il y a quand même aussi de bonnes étapes à faire, et c'est souvent là-dedans qu'on peut avoir un bout de chemin à faire entre repreneur et cédant pour s'assurer de la pérennité. Olivier? Oui, donc si on commence avec le plan de transfert, le plan de transfert, c'est un sujet qui est très large puis qui est présent tout au long d'un processus de transfert d'entreprise, donc qui arrive bien en amont et qui va se poursuivre largement au-delà de la transaction. On va y retrouver donc les aspects humains, les aspects stratégiques, le transfert de gestion et le transfert de la propriété. Pour aujourd'hui, on va principalement se concentrer sur les 3 premiers points, puisque le transfert de propriété a plutôt fait l'objet des webinaires précédents, où on va vraiment faire référence à la transaction en soi. Donc aujourd'hui, on va être plus, c'est ça, sur le niveau côté humain, côté stratégique, le côté gestion. Donc, il est important, avant qu'on se lance, de comprendre que ce plan de transfert-là doit rester vivant tout au long du processus de transfert et même après. C'est la proactivité et la souplesse dans ce plan de transfert-là qui vont permettre de bien le réaliser à travers toutes les étapes d'une transaction. Si on commence avec les aspects humains, Maxence. Côté des aspects humains, en fait, Olivier l'a mentionné, il y a beaucoup de questionnements qui se retrouvent dans le transfert par rapport à la composante humaine et psychologique dans un transfert. Il y a de l'émotionnel, on a aussi parlé dans les webinaires précédents, mais il y a aussi des rôles et responsabilités. Il y a des éléments qui sont importants de s'assurer d'une continuité, mais aussi, comme dans tout transfert, il va y avoir des changements. Donc, comment est-ce qu'on fait pour prendre en considération ces éléments-ci? On entend que là, on parle de quelque chose de soft. Mais on traite vraiment avec une approche finalement de partie prenante. On regarde qui est impacté dans le cadre du transfert et comment est-ce qu'on peut s'assurer que cet impact aussi ne nuira pas au futur de l'entreprise. Donc pour le cédant, souvent, on parle des questions
je dirais, de statut. Souvent, un cédant a eu l'opportunité de pouvoir se présenter comme étant Maxence Joseph, directeur général, fondateur de telle entreprise. Bah, tout à coup, on passe à un autre statut. On peut plus se présenter en fonction de ce qu'on a fait dans la vie professionnelle. Pour beaucoup d'entre eux, la suite des choses, c'est une retraite. Donc, il y a un élément à prendre en compte là-dedans. Puis, comment est-ce que ce cédant-ci va aussi nous accompagner, nous, en tant qu'entrepreneurs, au fur et à mesure dans le processus et vice-versa. Du côté du repreneur, même chose. Il y a un élément qui est nouveau. On passe peut-être du statut d'employé à un statut de propriétaire. On est peut-être un ancien employé du cédant, peut-être qu'on est un repreneur externe, peut-être que c'est familial. Bref, on vient aussi de changer de niveau. La famille aussi est beaucoup impactée là-dedans. Fait qu'on veut s'assurer que, puis ça vous l'avez justement vu au bilan numéro 1, il y a aussi une gestion des attentes à ce niveau aussi, s'assurer que tout le monde est dans le bateau. S'assurer que tout le monde va dans le même sens. Pour ça, j'aime beaucoup l'allégorie du capitaine de bateau. Un repreneur ou un cédant, ça doit donner une vision, une direction. Il faut que tout le monde autour soit prêt dans le même sens. S'il y a des problématiques là-dessus, ça risque d'être longtemps problématique. Bien sûr, tout ce qui est entourage immédiat et particulièrement dans le cadre d'un transfert, tout ce qui va être les employés de l'entreprise, on sait qu'il y a énormément de choses dans l'entreprise qui est créée par la valeur du travail des employés. Donc, puis c'est ce qu'on a marqué un peu plus bas, il y a quand même un effort à consentir sur la question finalement de la valorisation des aspects humains. Est-ce que les employés que vous récupérez dans l'entreprise, est-ce qu'ils sont à l'aise avec votre rôle? Est-ce que c'est clair aussi votre vision? Tous ces éléments-ci vont devoir être mis en place. Pour ça, on utilise entre autres des plans de communication. On va aussi parler un peu plus tard de planification stratégique. Tous les outils qu'on peut utiliser pour faire en sorte de prendre en considération ces aspects-ci. Parmi les bonnes pratiques, on va pouvoir les voir à la slide suivante. Parmi les bonnes pratiques, il y a justement, comme je vous dis, réaliser un plan de communication. Toutes nos parties prenantes, on veut qu'elles soient dans le bateau avec nous. Je vous ai déjà fait l'allégorie. Vous êtes maintenant, en tant qu'entrepreneur ou en tant que cédant, un capitaine qui passait les rênes ou qui prenait les rênes. Il faut s'assurer que tout le monde est conscient de ça. Ça, c'est vos employés, votre famille. Ça peut être parfois aussi des clients et des fournisseurs. On va en parler un peu plus loin. Il faut aussi vous assurer qu'il y ait une valorisation aussi bien du cédant que du repreneur. Il y a un changement de rôle, il y a de l'incertitude. Il faut réussir à cadrer celle-ci. Vous pouvez vivre avec en tant qu'entrepreneur, mais est-ce que vous voulez que vos employés vivent avec celle-ci? Je ne pense pas. Logiquement, ça signifie aussi être capable de faire appel à de l'aide là-dedans. Donc, on le voit, faire appel à un mentor, c'est essentiel, souvent. Parfois, un consultant externe, j'ai parlé de planification stratégique, sondez vos employés, vous assurez que vous avez l'information. Et on a fait des parties prenantes. Je parle beaucoup des employés parce que c'est ce qui est évident, mais ça se peut que vos clients aussi s'attendent à ce que les services restent comme tels. Vous arrivez dans une entreprise peut-être pour la reprendre, peut-être que vous avez la volonté de faire des modifications, il va y avoir des changements, vous assurez que ces changements-ci impactent positivement l'entreprise, pas négativement. Pour ça, ça vaut la peine de prendre le pouls de la situation. On va ensuite regarder les aspects stratégiques avec Olivier. Oui, merci Maxence. Donc oui, les aspects stratégiques sont souvent en continuité des aspects humains dont on vient de parler. Puis ça va toucher tous les partenaires, autant internes qu'externes à l'entreprise. Tout d'abord, pour bien réaliser un plan stratégique, c'est important de comprendre l'historique de l'entreprise, comment celle-ci s'est bâtie, comment celle-ci s'est développée, qu'est-ce qui lui a permis d'atteindre sa position actuelle, autant ses facteurs qui lui sont internes que ses facteurs externes, parce que comme tu le disais, Maxence, ça a un impact absolument sur le futur de l'entreprise. Une fois qu'un repreneur aura pu bâtir cette connaissance-là sur l'entreprise, il va être en mesure de bâtir son plan stratégique. Puis, on va devoir se questionner, est-ce que ce plan stratégique-là passe par la continuité des activités actuelles telles qu'elles le sont, ou est-ce qu'on va apporter des changements? Généralement, on va constater un mélange des deux options. On va poursuivre certaines bonnes pratiques, on va venir modifier d'autres pratiques. Par contre, il faut faire attention à ne pas toujours tout changer d'un coup et de le faire de façon trop brusque. Tout comme on parle avec les aspects humains, certains employés clés, certains gestionnaires, on ne veut pas perdre des employés qui sont très importants au sein de l'entreprise. On ne veut pas non plus venir s'aliéner des clients, des fournisseurs, d'autres partenaires externes à l'entreprise qui sont primordiaux à la continuité du développement des affaires. Donc, il y a vraiment un mélange entre les deux, entre la poursuite et le changement qui est très important.
et on se doit de bien établir le tout. En complément au plan stratégique, les repreneurs vont pouvoir également travailler un plan d'exécution qui va permettre d'établir les étapes à prendre pour atteindre les objectifs qu'on s'est visés au sein de notre plan stratégique. C'est vraiment une bonne complémentarité entre ces deux plans-là, puis d'avoir quelque chose de bien exhaustif qui va permettre d'avancer. Et ça va être une des facettes gagnantes lors d'un transfert d'entreprise. Puis évidemment, on le mentionne à la diapositive, mais il ne faut pas hésiter à faire appel à des professionnels externes là, qui ont cette spécialité-là pour être accompagnés là, autant dans le montage d'un plan stratégique que dans son exécution par la suite. Si je passe par la suite au côté financier, le côté financier ne peut pas être mis de côté dans un plan stratégique qui est vraiment en complément. Il est tout aussi important. Et pourquoi? C'est qu'on va souvent se retrouver suite à une transaction pour l'entreprise à son niveau d'endettement le plus élevé qu'elle va avoir atteint, que ce soit dans son historique ou dans le futur. Et si on n'a pas bien planifié ce volet financier-là lors de notre préparation du plan stratégique, mais ça va être difficile peut-être d'atteindre certains objectifs qu'on s'est visés parce que le côté financier va devenir une certaine béquille ou plutôt un obstacle qu'on va devoir surmonter si on ne s'y est pas bien préparé. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Souvent, le plan stratégique va demander des investissements peut-être supplémentaires que ce qu'on a vu par le passé, peut-être certaines mauvaises surprises qui vont arriver également. Mais on doit souvent prévoir du réinvestissement dans l'entreprise. Si on ne prévoit pas ces besoins-là, on se retrouve dans une position possiblement où on ne sera pas en mesure soit de l'investir ou d'emprunter davantage pour atteindre nos objectifs. Puis, évidemment, ça vient mettre en péril la réalisation de notre plan. Une fois que la transaction est bien effectuée, que les projets d'investissement sont bien encadrés, le repreneur doit s'assurer de faire un suivi également de l'ensemble des ratios financiers puis du bilan de son entreprise pour s'assurer qu'on maintient une rentabilité qui est suffisante à toujours atteindre nos objectifs et toujours avoir un bilan financier qui est sain, qui nous permet d'avoir le levier nécessaire pour lever nos projets. Puis évidemment, s'il y a un de ces points-là qui est défaillant, il faut peut-être réadapter notre plan le plus rapidement possible, simplement pour tenir compte de notre nouvelle réalité. Donc, c'est quelque chose qui est très vivant. Il faut s'assurer de bien suivre tous ces éléments, dont l'élément financier, pour se donner les meilleures chances de réussir notre plan stratégique. Encore une fois, de bien s'entourer de professionnels peut largement aider à faciliter ce travail-là. Je te laisserai continuer, Maxence. Oui, merci Olivier. Donc, comme ça a pu être précisé, bien entendu, dans la question du transfert et du post-transaction, le financier ne disparaît pas. On a en effet un outil financier. Souvent, j'ai mentionné la question de l'incertitude. L'autre expression que vous pouvez utiliser, c'est ordonner le chaos. Un outil financier, ça vous permet justement d'avoir une vision plus claire là-dessus, mais comme on l'a mentionné, il y a une bonne partie de l'incertitude qui vient du facteur humain. Donc, c'est aussi important, vous avez fait vos étapes correctement ou précédemment, de vous assurer qu'il y a un plan de transition avec le cédant. Mais là, on est suite à la transaction. Peut-être que finalement, ce qui avait été planifié initialement, ça marche plus ou moins. C'est important pour vous d'être aussi capable de pouvoir réviser votre plan. Ça a été mentionné. On peut voir ça comme quelque chose d'organique. Vous allez avoir des défis qui vont arriver suite à la transaction. Il faut aussi vous assurer que vous êtes entouré pour ça. Et dans les outils que vous avez dans la trousse à outils pour pouvoir réaliser ça, il y a logiquement le partage des tâches et des rôles. On va le voir un peu plus loin, mais des défis qui peuvent arriver, il peut y avoir un employé qui décide qu'il va encore voir le cédant, qui vous accompagne pour des décisions, alors que logiquement, la personne vers qui devrait se tourner, ça devrait être vous. Comment est-ce qu'on aborde ces déficits? Logiquement, on veut aussi faciliter la transition des opérations et des responsabilités. Est-ce qu'il y a des procédures qui ont été mises en place précédemment par le cédant? Est-ce que s'il n'y en a pas, est-ce que vous pouvez les mapper finalement, avoir une idée d'où est-ce que ça va? Ça va vous permettre aussi de vous assurer que quand il n'y aura plus de cédant dans l'entreprise, qu'il y aura juste vous comme entrepreneur, vous allez avoir toutes les rênes entre les mains pour diriger celle-ci. Bien sûr, ça a été mentionné par Olivier, merci beaucoup, rassurer les clients, les fournisseurs, les créanciers, les employés.
tout le monde, toutes les parties prenantes autour de l'entreprise doivent être incluses dans vraiment le plan de transfert. Et pourquoi? Puis là, dans ce cas-ci, on pourrait même, moi j'ai déjà vécu une situation avec un cas où la municipalité était inclue là-dedans parce que c'était l'un des seuls commerces de celle-ci. Donc c'est très important que la municipalité s'assure, il y avait une crainte par rapport à la perte de ce commerce. Donc ça peut faire partie des parties prenantes, puis ça doit être pris en compte dans votre plan de communication et dans le plan de transfert. Logiquement, l'objectif, c'est de contribuer à maintenir la valeur de l'entreprise. Je dirais même, si vous êtes entrepreneur, l'objectif pour vous, c'est de contribuer à augmenter celle-ci. Puis finalement, j'ai pu le mentionner, organiser le chaos, gérer l'instabilité. Le but, c'est de diminuer l'incertitude, donc de faire en sorte d'avoir un niveau de risque à l'instabilité qui est plus faible et qui permet pour vous aussi d'avoir une meilleure vision et de prendre des décisions plus simples et plus éclairées pour la suite des choses. On en a parlé au tout début. Au tout début, j'ai parlé des 3 transferts, transfert d'avoir, transfert de savoir et transfert de pouvoir. Donc là, vous avez un peu une déclinaison de ce que contient le transfert de savoir et le transfert de pouvoir. J'ai mentionné précédemment l'un des enjeux au niveau du transfert de pouvoir qui pouvait arriver. Un employé qui décide de s'adresser au cédant plutôt qu'à vous. C'est tous des éléments qui sont des défis qui peuvent arriver à un repreneur et qui peuvent aussi, en passant, arriver à un cédant. En tant que cédant, c'est très possible que votre volonté, ça soit de quitter l'entreprise. Vous faites un accompagnement pour vous assurer que celle-ci soit pérenne et continue à opérer suite à votre départ. Cela dit, dans la situation que j'ai décrite, c'est aussi très possible que vous ayez votre rôle à jouer pour vous assurer que l'employé comprenne que non, à partir de maintenant, la personne vers qui il se dirige pour une question, par exemple d'ordre stratégique ou de production, ça ne serait plus vous. Logiquement, tout ce qui est de l'intangible. J'ai parlé des procédures, des processus qui permettent à l'entreprise de produire, de créer de la valeur. Il faut vous assurer que ces savoirs-ci aussi sont transmis. Peut-être qu'en tant que cédant, vous avez eu l'occasion d'essayer des choses sur le marché pendant les 10, 15 ans, 20 ans où vous avez été propriétaire. Vous avez approché des fournisseurs, vous avez approché des clients potentiels. Ça a fonctionné, ça va fonctionner. Pourquoi? Ces éléments organiques-là, qui sont un peu du vécu, ça peut valoir de l'or pour un repreneur. Et même chose à l'inverse, le repreneur devrait vouloir chercher à avoir ces informations stratégiques parce que sinon, il va juste essayer potentiellement de refaire les mêmes erreurs alors qu'il pourrait apprendre finalement, un peu comme mon image du mentor de tantôt, apprendre de quelqu'un qui a déjà vécu ces expériences-ci et qui pourrait lui faire gagner du temps. Je vous laisserai cette slide-ci parce qu'il y a l'ensemble des éléments qui pourraient être importants à transférer, mais logiquement, il faut les voir avec un conseiller. Du côté des éléments clés pour assurer une transition harmonieuse, bien évidemment, quand on parle de facteurs humains, la gestion du changement, c'est un peu la base. Lorsqu'on parle de facteurs humains, il va y avoir des modifications. Olivier l'a mentionné, lorsque vous arrivez en tant que repreneur ou lorsque vous quittez en tant que cédant, il y a des choses que vos employés vont s'attendre ou il y a des craintes qui vont être générées. Il peut y avoir aussi une forme de déni de non, même si l'entrepreneur change, ça n'impactera pas ma situation. Oui, ça va impacter leur situation, mais il n'y a pas nécessairement de prise de conscience immédiate. Donc, il y a une gestion de changement qui va devoir être faite et c'est à vous de pouvoir prendre ça en considération pour vous assurer qu'à chaque étape, ça va bien aller. Logiquement, et puis là, je parle beaucoup aux repreneurs. En tant que repreneur, en prenant les rênes d'une entreprise, vous voulez être entouré par une équipe gagnante. Le but, c'est de scorer ensemble. Donc, vous allez avoir à faire l'évaluation de ça. Vous assurez que vous avez les bons joueurs clés aux bonnes places pour aller là où vous voulez. Si vous souhaitez faire des modifications, est-ce que les joueurs sont les mêmes? C'est une question que vous allez devoir vous poser. Bon, la qualité des gestionnaires en place aussi fait partie de cette logique-ci. Logiquement, si vous allez à droite et que vos gestionnaires veulent aller à gauche, il va y avoir des enjeux. L'efficacité des process d'affaires, je les ai déjà mentionnés, donc s'assurer de mapper l'ensemble des choses qui vont être importantes pour réaliser la production de la valeur. Bon, l'importance des connaissances tacites aussi, ça a été mentionné. La qualité des relations et le climat de travail, ça va être impacté. Logiquement, si vous décidez tout à coup que vous créez ou vous supprimez une ligne de production, il y a des chances qu'il y ait des modifications dans les comportements. Il y a des chances que pour certains employés, c'était la raison pour laquelle eux se levaient le matin pour venir travailler dans l'entreprise et donner leur 110%. Donc, c'est important pour vous aussi de bien comprendre ça. On a parlé de sondage précédemment, donc s'assurer de la transparence, puis d'avoir l'information de vos parties prenantes, en particulier dans ce cas-ci les employés. Le degré d'engagement des employés, je viens de le mentionner. Puis finalement, les liens interpersonnels avec les clients et les fournisseurs. Je pense qu'Olivier a un point à cet égard-ci un petit peu plus loin. Mais ultimement, tout changement peut aussi toucher vos clients et vos fournisseurs. Donc, ça va être important aussi de prendre ça en considération.
finalement, je fais un petit détour, ça peut sembler un peu anodin, là, mais je fais un petit détour par la gouvernance. Pourquoi la gouvernance? Parce que depuis tantôt, je vous parle aussi de vision stratégique. Puis dans ces éléments-ci, c'est important pour vous d'être entouré. Olivier a parlé des professionnels qui peuvent vous entourer, mais au sein de vos structures, vous pouvez aussi mettre en place des mécanismes pour vous assurer d'avoir un accompagnement de la part de personnes qui ont de la connaissance à cet égard-ci. Donc c'est sûr que la structure va beaucoup dépendre aussi de la taille de l'entreprise dans laquelle vous œuvrez. Souvent, dans les plus grosses, on parle de conseil d'administration, où là, on s'assure d'avoir un peu un 360 sur quels pourraient être les enjeux de la société, justement, gérer les parties prenantes, avoir une connaissance juridique, comptable, fiscale de comment est-ce qu'on peut gérer cette entité-ci. Donc ça, c'est un conseil d'administration. On parle aussi beaucoup de transferts familiaux. Puis vous n'êtes pas sans savoir que souvent, avec quasiment 80% d'entreprises au Québec qui sont des entreprises familiales, il y a souvent en place un conseiller de famille de manière à justement être capable de prendre le pouls de tout le monde et d'aller dans le même sens. J'ai parlé du capitaine de bateau. Si vous avez des joueurs qui vont à un sens opposé ou si vous avez une vision stratégique opposée entre les opérations et le conseiller de famille, il va y avoir des enjeux et vous allez devoir les traiter. Donc, plus c'est clair, mieux c'est. Comités consultatifs, souvent, les comités de gestion sont mis en place dans des entreprises un petit peu plus petites. Les deux ont comme objectif vraiment d'améliorer l'efficience de l'entreprise puis de vous assurer que à 100%, vous avez l'information. Je peux nommer des comités consultatifs où l'objectif, c'est d'avoir des personnes qui avaient une connaissance pointue des enjeux réglementaires et normatifs de manière à ce que, pour l'introduction d'un nouveau produit, ils avaient au sein de leur conseil consultatif quelqu'un qui pouvait leur dire « attention, ça ne sera pas conforme ». Donc, avant de lancer le produit, on avait déjà cette validation-ci à l'interne avant même de faire les études à l'externe. C'est quand même assez valorisant parce qu'on évite justement des frais pour se faire dire non, ça ne sera pas conforme. Déjà, si on peut avoir une préconformité à l'interne, ça aide beaucoup. Du côté des enjeux et solutions possibles, Olivier, je vais te laisser y aller. Merci Maxence. Donc oui, si on passe à quelques enjeux qu'on peut rencontrer suite à une transaction. Premièrement, une implication trop soutenue du cédant. C'est quelque chose qu'on voit très fréquemment. Il faut comprendre que, de façon générale, ce n'est pas quelque chose qui est fait méchamment ou dans une mauvaise intention. Souvent, le réflexe pour les employés au sein de l'entreprise, c'est de se référer vers le patron. Et depuis plusieurs années, le patron, c'est notre cédant. Donc, le réflexe, c'est là de se tourner vers le cédant. Par contre, si on laisse ce réflexe-là s'installer, on est à risque que la période de transition ne se fasse pas bien, ne se fasse pas complètement et que le releveur ne vienne pas prendre toutes les responsabilités qu'il devrait prendre sous sa charge suivant une transaction. Donc, c'est important à ce niveau-là d'être clair, autant, oui, avec le cédant, donc entre releveur et cédant, qu'avec l'équipe en place. Donc, ce n'est pas pour mal faire, mais il faut s'assurer que lorsque des employés vont se tourner vers un cédant, que ce soit des employés à l'interne ou des fois des appels de l'externe, que les rôles soient clairs et que ce soit redirigé vers le releveur. Donc, à l'interne de la compagnie, la clarté de qui fait quoi entre cédant et releveur est très importante pour assurer une période de transition qui permet vraiment au releveur de bien s'installer dans son rôle. Par la suite, on peut avoir un cédant qui garde pour lui des informations contacts essentielles à la continuité des affaires. Encore là, c'est un problème qui peut créer beaucoup d'ennuis pour la poursuite des affaires si la transition ne se fait pas bien au niveau de l'information. Un moyen avec lequel les releveurs peuvent se protéger, c'est le solde de prix de vente. Donc, qui va souvent être une partie intégrante des montages financiers lors d'un transfert d'entreprise. La balance de prix de vente peut servir d'ajustement également du prix de vente si jamais il y a des actes qui sont posés qui viennent dénigrer la valeur de l'entreprise lorsqu'ils sont posés. Donc, il faut que ce soit clair avec le cédant que un mauvais comportement, ou disons de garder certaines informations peut entraîner une perte ou une diminution de la balance de vente, donc un remboursement qui n'est pas en totalité. Évidemment, c'est bien important lorsqu'on va venir faire le contrat d'achat-vente d'actions de bien couvrir ces points-là afin de bien se protéger.
Ensuite, des employés qui tentent de tirer profit de la situation ou qui ont une mauvaise attitude face au changement. Il faut comprendre, surtout lorsqu'on fait peut-être affaire avec un releveur externe, parfois les employés clés vont avoir peut-être plus d'influence au sein de l'entreprise que le releveur. Soit parce qu'ils sont là depuis plusieurs années, qu'ils sont bien connus au sein de l'entreprise. La familiarité entre les personnes va faire que certains employés peuvent avoir une influence qui est très, très importante au sein de l'entreprise. Et lorsqu'on a quelqu'un qui n'est peut-être pas de notre côté ou qui a justement une mauvaise attitude face à ce changement de garde-là, encore là, c'est pas un comportement qu'on peut laisser aller parce que ça pourrait rapidement se propager au sein de l'entreprise. Donc, encore là, la communication avec ces employés-là est primordiale afin de redresser la situation. Puis, Maxence, tu l'as mentionné plus tôt, mais s'assurer que tout le monde est dans la même direction que notre capitaine de bateau. Et finalement, des clients ou des fournisseurs qui profitent de la situation pour renégocier des ententes. Tout comme on va le faire avec des employés, avec l'équipe à l'interne, on va vouloir bien communiquer avec nos clients, avec nos fournisseurs du changement de garde. Par contre, vous comprendrez que ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain et c'est bon, tout le monde va s'adapter. Une relation client, une relation fournisseur, c'est souvent, d'abord et avant tout, une relation d'humain à humain. Donc, de dire à un client, d'un matin, tu fais affaire avec telle personne plutôt que telle personne et c'est fini là, puis il fait avec. Ça se peut que le transfert, la transition ne se fasse pas très bien. Donc, dans un processus de transfert, dans un processus de transition de responsabilité, on doit s'assurer d'y accorder suffisamment de temps pour que la transition auprès de ces partenaires-là, qui ne connaissent peut-être pas l'entreprise de fond en comble, puisse bien se faire, puisse se faire en douceur à travers la durée. Donc, c'est quelques enjeux là, qu'on couvre. Évidemment, on a beau tout préparer, avoir un plan stratégique qui est très bien monté, qui est très vivant. On peut rencontrer là, certaines problématiques qu'on voit à la diapositive suivante. Que ce soit des relations plus difficiles que ça avec certains fournisseurs, employés ou clients, comme on vient de le mentionner. Des contrats, des fois, qui sont moins avantageux que ce qu'ils ne laissaient présager. Le processus de vérification diligente est très important pour bien cerner les contrats. Mais il y a toujours des angles morts qui peuvent subvenir dans la réalité. Des investissements plus importants, on en a parlé tout à l'heure, ça peut toujours être un angle mort. Véhicule des équipements qui s'avèrent plus courts que prévu. Encore là, oui, le processus de vérification diligente va faire un certain travail, mais ce n'est pas tout. Des fois, des clients qui ne paient pas leur facture à temps. Donc, tout ça, c'est différents angles morts qu'on peut rencontrer suite à un transfert d'entreprise lorsqu'on apprend à bien connaître l'entreprise qu'on acquiert. Et c'est pour ça, lorsqu'on parle autant au niveau des aspects humains, des aspects stratégiques, du transfert de gestion, tout ce plan-là doit être très vivant tout au long du processus afin de s'adapter à ces différentes problématiques-là qu'on va assurément rencontrer. Le mieux on va être préparé, le plus on va être apte à passer à travers ces problématiques-là. Je crois, Maxence, qu'on sera rendu. En effet, rendu aux questions. Avant d'aller sur les questions, j'aimerais ça. J'ai une autre image pour vous aider ce matin sur c'est quoi un plan de transfert. Un plan de transfert, voyez-le à la fois comme un début de planification stratégique que vous faites avec le cédant. Vous savez où vous voulez aller, vous avez établi avec lui les jalons et ce qu'il fallait réaliser. Voyez-le aussi comme un plan de gestion de risque. Ce qu'Olivier et moi, on vous a présenté ce matin, c'est beaucoup des défis qui peuvent survenir. Donc, l'objectif pour vous, c'est de paramétrer votre réponse à des défis potentiels. Donc, un peu une forme de gestion de risque. Donc, c'est vraiment les deux à la fois. Puis, comme ça a été mentionné, c'est rattaché aussi à la question financière. Ultimement, ce que vous voulez, c'est augmenter la valeur de l'entreprise. Donc, comment est-ce que l'entreprise génère cette valeur-ci, puis vous assurez que chacun de ces angles de génération de valeur sont couverts et vont continuer à fonctionner et vont continuer à performer.
Je pense qu'on a quelques questions, Élodie. Oui, certainement. Vous m'entendez bien? Oui. OK. Première question. Pourriez-vous nous parler d'un processus de transfert d'entreprise quand un franchiseur fait partie du plan, puisqu'il a droit de regard et le droit de décision sur le déroulement du processus et surtout sur la décision finale de l'institution financière? Oui, ben, si je peux me permettre, Maxence. En effet, chez Desjardins, il y a d'ailleurs, pour certains franchiseurs, certaines ententes et les transactions vont être très encadrées souvent par les franchiseurs et on va suivre la marche qui va être établie là, par ceux-ci. Évidemment, ce n'est pas tous les franchiseurs qui s'impliquent jusqu'à ce point-là. Mais il peut y avoir plusieurs ententes, là, quand je regarde uniquement le financement, qui sont très spécifiques à les entreprises et qui peuvent sortir du cadre de ce qu'on va voir dans une situation qui dirait normale ou sans franchiseur. Mais généralement, lorsqu'on a un franchiseur, ça va travailler main dans la main avec eux autres pour s'assurer que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Ils vont, en effet, là, dans la plupart des cas, avoir un mot très important sur la finalité. Donc, de bien travailler là, dès le départ avec eux, c'est la meilleure façon là, de bien faire le tout en douceur. Tout à fait. En fait, c'est un peu comme si le franchiseur, pour ceux qui le font, vous créez une forme de plan de transfert déjà. On s'entend que c'est vraiment pas un plan de transfert. L'objectif du franchiseur, c'est de sécuriser sa position à lui de sa franchise. Donc, certains que vous avez en tant qu'entrepreneur, puis vous êtes conscient quand vous faites cette démarche-ci, qu'il y a un cadre. Vous achetez une franchise, vous n'achetez pas une entreprise indépendante, il y a déjà un cadre qui est posé sur les choses que vous allez pouvoir modifier et celles que vous ne pourrez pas modifier. Donc, dans le cadre du processus, il faut le voir aussi un peu comme un allié. Donc, il y a des côtés positifs. Vous êtes cadré par le franchiseur. Puis, il y a des côtés un peu plus négatifs. Vous avez moins de marge de manœuvre pour réaliser des choses. Puis, par contre, ça amène aussi une prévisibilité pour vous. Donc, c'est certain que ça fait partie des paramètres. On pourrait parler aussi, je pense, j'ai vu qu'il y avait des questions par rapport aux coopératives de travailleurs et coopératives de travailleurs actionnaires. On pourrait parler des familiales. Chaque situation va amener, en effet, des réflexions qui vont être différentes. Puis il va falloir, en effet, gérer des risques différents. Dans le cas d'une franchise, votre risque, dans ce cas-ci, c'est souvent la marge de manœuvre que vous allez pouvoir avoir. Puis bien sûr, le prix de vente par rapport à celle-ci. Super. Je voulais juste vous rappeler, parce que j'ai eu plusieurs questions là-dessus, autant la présentation que le lien de l'enregistrement vous seront envoyés d'ici 1 à 2 semaines. Donc, justement, pendant que tu en parles, Maxence, la prochaine question, c'est pouvez-vous parler du transfert en formule coop de travailleurs ou coop de travailleurs actionnaires? Vu que je l'ai abordé, je peux en glisser quelques mots. Concrètement, c'est une forme juridique d'entreprise qui est collective. Je ne suis pas certain du sens de la question ultimement dans le cadre d'un plan de transfert. C'est certain qu'il y a des éléments supplémentaires, entre autres par rapport à la constitution de la coopérative et à l'acquisition par la coopérative, parce que c'est une acquisition collective. Je ne suis pas certain du sens de la question. Est-ce qu'on aborde la formule? Oui. On a même un conseiller au CEPEC qui fait ça, du transfert, et on a un programme de financement qui s'appelle le programme de soutien à la reprise collective, qui vise à favoriser justement des reprises collectives. Dans le cadre du plan de transfert, l'ensemble des éléments qui ont été mentionnés en font partie, et avec une emphase particulièrement importante sur la slide de gouvernance. Donc vraiment, vous allez avoir à ce moment-ci un conseil d'administration constitué de travailleurs, normalement, ou de travailleurs actionnaires et d'actionnaires dans le CA. Puis c'est sûr que la gouvernance va être un élément central là-dedans. Oui, justement, j'ai mis les coordonnées de notre expert sur la reprise collective dans le chat il y a quelques minutes. Donc, la prochaine question, c'est est-ce qu'il existe une période minimale recommandée aux cédants pour soutenir le repreneur pendant la transition? Si je peux peut-être y aller, Maxence. C'est une réponse qui est un peu plate parce que oui et non. On veut s'assurer que la période soit suffisamment longue pour bien faire la transition. Par contre, ça va beaucoup varier selon le type de reprise qu'on va avoir. Lorsqu'on a un repreneur interne qui est présent dans l'entreprise, des fois depuis 10, 15, 20 ans, puis qui a, à travers ces années, pris de plus en plus de responsabilités, bien, suite à une transaction, peut-être qu'une période de 6, 8, 9 mois va être suffisante. Des fois, le processus de transition va déjà s'être fait à travers les 5 dernières années. Puis au moment de la transaction, tout ce risque-là a déjà été adressé de par les dernières années.
Lorsqu'on n'a pas pris le temps de faire ça ou qu'on fait affaire avec un repreneur externe, c'est là qu'il faut se garder vraiment une période suffisamment longue pour bien effectuer la transition. Donc, on en parlait là, au niveau, oui, les connaissances qui sont intrinsèques à l'entreprise, mais après ça, toutes les relations que l'entreprise a développées à travers les années, il faut s'assurer de bien la faire, cette transition-là également. Donc, il n'y a pas de réponse parfaite dans des situations de la sorte. C'est quelque chose qu'on pourrait dire qui va prendre peut-être minimum 1 à 2 ans. Et il faut bien adresser le tout là, dans l'aide d'intention, contrôle d'achat-vente. C'est quoi la période à laquelle on va s'attendre pour que le cédant reste au niveau de la transition. Mais généralement, il vaut peut-être mieux en prévoir un peu plus parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Et c'est facile, une fois la transaction effectuée, des fois de retomber dans sa vieille routine et de peut-être pas mettre autant de temps que l'on devrait à vraiment la transition des connaissances. C'est un processus qui doit vraiment être très, très bien couvert, quitte à prévoir un peu plus de temps. Mais si on est un repreneur externe, on ne peut pas s'attendre à ce qu'après 3-4 mois, là, on ait la totalité des connaissances là, de l'entreprise. C'est quelque chose que tu voulais rajouter, Maxence? Non, mais je pense que c'était très bien expliqué. Dans le fond, c'est ça, ça va être variable en fonction de la situation de départ. Mais c'est certain qu'une reprise externe va nécessiter souvent un accompagnement plus long. Voilà. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas laisser des non-dits puis découvrir, parce que parfois, quand ce n'est pas des connaissances qui sont mappées, ça se peut que la situation soit une situation relativement rare, mais particulièrement importante pour l'entreprise. Je ne sais pas, par exemple, le renouvellement du bail, puis ça arrive 2 ans plus tard. Mais ça se peut que le cédant, il y ait des choses importantes à vous dire à cet égard-ci par rapport au fait que le propriétaire peut-être a des attentes pour le futur renouvellement. Puis assurez-vous, encore une fois, de bien encadrer le tout par écrit. Parfait. Donc, la prochaine question. Une personne qui est à l'étape de la reprise d'entreprise qui dit « La vérification diligente terminera dans quelques semaines tout au plus ». Est-ce que le CETEC offre le service d'accompagnement et de montage de ce plan stratégique et de transfert? On ne fait pas de plan stratégique, mais oui, on fait de l'accompagnement. Concrètement, oui, vous allez être outillé et encadré, mais nous, notre rôle, vraiment, c'est un rôle de guide et d'accompagnateur, puis de vous outiller dans le processus. Comme Olivier l'a mentionné, il y a aussi un paquet d'experts qui traitent là-dessus, qui font des choses spécifiques. À aucun égard, le CETEC, par exemple, se permettrait de financer des transferts. Ça, c'est le rôle, par exemple, de Desjardins, ou de faire des planifications stratégiques. Donc, on va vous outiller. Ce n'est pas nécessairement notre rôle de s'assurer que de réaliser avec vous le plan de transfert. On fait en sorte que vous puissiez aller de l'avant avec, par contre. Prochaine question. Avec les taux d'intérêt qui explosent, comment les institutions financières doivent gérer cette conjoncture justement pour encourager les repreneurs à aller de l'avant dans leur cheminement? Et est-ce que cette flambée de taux ne soit pas un inconvénient aux investissements? Oui, merci Elodie. Oui, en effet, la hausse des taux d'intérêt a eu un très, très gros impact sur la capacité de financer des transferts d'entreprise dans les dernières années. Tout comme on a pu le voir un peu là, sur le marché de l'immobilier, où le prix des maisons a été revu peut-être un peu à la baisse dans les derniers mois. Pas de grand-chose, mais tout de même un peu. On voit un peu la même chose pour les entreprises. Quand on voit de quelle façon une entreprise est évaluée, généralement, on va parler d'une capitalisation, d'une actualisation des fonds qu'elle va générer. Et les taux d'intérêt vont avoir un impact sur le facteur de capitalisation, d'actualisation, et donc la valeur de l'entreprise et le prix qu'on va généralement payer. Donc, peut-être que certaines entreprises vont avoir revu une valeur qui est un peu à la baisse, là, suivant une hausse des taux d'intérêt. Par la suite, au niveau du financement, assurément, c'est plus difficile. Veut pas, un an, on allait peut-être prêter à près de 3 %, puis là, on va être rendu à 7-8 % pour peut-être au mieux en transfert d'entreprise. Donc, c'est assurément plus difficile. Par contre, dans notre accompagnement, ce qu'on fait auprès des clients, c'est de bien s'assurer et de regarder, on parlait d'aspect financier tout à l'heure, de regarder ensemble le montage financier et de voir pourquoi est-ce que c'est tout de même possible de procéder à l'acquisition d'une entreprise avec un certain montage. Parfois, on va aller chercher plus de balance de vente
plus de mise de fonds, ou si on n'en a pas, bien, juste la balance de vente va venir compenser. Peut-être plus de débenture, qui va être un prêt par un organisme tel que Desjardins Capital, qui vont être certaines sources de financement complémentaires dont on va peut-être donc aller chercher un peu plus pour être en mesure de faire notre financement. Mais c'est vraiment de bien travailler en collaboration et de voir à quel niveau est-ce qu'on est capable de financer avec suffisamment de marge de manœuvre pour être en mesure là, de bien prévoir le tout. Oui, la hausse de taux d'intérêt a rendu le tout peut-être plus difficile, mais c'est toujours possible de le faire. Puis en travaillant bien là, sur le montage financier, il y a plusieurs éléments qui peuvent être mis de l'avant. En jonglant avec tout ça, c'est assurément possible de reprendre l'entreprise. Là. Il n'y a pas d'enjeu avec ça. Ensuite, quelle serait la meilleure formule pour un transfert juridique, entre parenthèses contrat de vente, pour un transfert familial le plus économique possible, sans passer par un processus trop lourd et trop dispendieux? C'est un beau, je dirais, c'est une belle charte de projet. Je vous dirais, ben, c'est difficile pour moi de répondre à cette question-ci présentement en l'état. Ça va dépendre beaucoup de où vous en êtes actuellement. Il y a combien de repreneurs là-dedans dans le familial. Puis bien évidemment, je vais devoir faire mon conseiller. Je ne suis pas ni avocat ni juriste, donc je ne peux pas donner de conseils juridiques à cet égard. C'est certain que l'objectif, vraiment, ça va être de vous assurer d'être accompagné par un expert dans le domaine. Au CETEC, nous, on est expert en processus de transfert. Donc, on s'assure que vous cheminez puis de faciliter ce processus-ci. À aucun moment, un conseiller CETEC dira oui, juridiquement, il faut que tu fasses telle démarche. Parfait. Ensuite, est-ce que vous avez des outils, checklists disponibles lorsque nous accompagnons un cédant en termes de vérification diligente? Oui, il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles au CETEC justement pour vous accompagner. La vérification diligente, encore une fois, c'est une expertise qui est à part. Nous, on va s'assurer justement que vous avez un checklist, des étapes à réaliser dans le cadre du processus. Pour ce qui est de la VD, ça peut être très très large, ça peut être très pointu, mais ça peut être aussi très large. J'ai vu des vérifications diligentes qui se faisaient avec les compétences des employés, puis j'en ai vu d'autres qui se faisaient uniquement sur les questions réglementaires, entre autres CNSST, est-ce que les salaires et la taxe étaient payés, puisqu'il y avait des poursuites juridiques. Donc, à ce niveau-ci, au niveau des cédants, là, il y a un accompagnement qui se fait. Puis c'est au repreneur de faire la vérification diligente, donc c'est à vous aussi de setter les paramètres, de dire j'aimerais ça, évaluer l'ensemble de ces éléments-ci. Il y a de bonnes chances que ce soit quelque chose qui soit proportionnel à, je dirais, l'importance de l'entité. Est-ce que c'est une entreprise avec 2 employés? Est-ce que c'est quelque chose qui a plusieurs filiales et qui est international? Bref, c'est certain que au niveau de la vérification diligente, c'est difficile d'avoir une checklist à 100% complète, parce que ça va dépendre de l'entreprise et ça va dépendre aussi de ce que vous voulez évaluer. Ça se peut que vous me disiez, ben, j'ai un background très fort du côté des RH, je n'ai pas envie d'évaluer les employés à travers une vérification diligente, je vais capable de le faire en rentrant à l'interne. Ce n'est pas un enjeu pour moi, je suis capable d'aller chercher mon équipe, ma dream team de personnes qui vont venir avec moi dans l'entreprise. Comme ça se peut que vous me disiez, ben, c'est important que je sache aussi si ces employés-ci comptent partir en tant que cédant, parce que c'est un élément qui va beaucoup impacter la valeur. On l'a vu dans les questions justement de la valeur générée par les ressources humaines. Super. Donc, la prochaine question. Quelle est la durée totale que le CETEC donne aux repreneurs pour s'assurer que le transfert d'entreprise se passe bien? Je pense que c'est un peu une question sur les forfaits du CETEC. Du côté des forfaits du CETEC, c'est des forfaits annuels. Donc, vous êtes inscrit pour 1 an. Concrètement, j'ai accompagné plusieurs repreneurs sur, moi, ça fait 2 ans, tout 2 ans que je suis au CETEC. J'en ai que j'ai accompagné depuis 3 ans parce qu'ils étaient là quand je suis rentré et ils ont renouvelé, donc ils sont encore là pour l'année qui s'en vient. Ça dépend vraiment du processus. Donc, c'est sûr que, je l'ai mentionné, là, un transfert, ça prend entre 2 et 5 ans. Donc, si vous réalisez ça en 2 ans et vous inscrivez à l'année 0, on va être là pendant 2 ans. On va s'assurer que ça fonctionne, on va s'assurer que vous avez finalement l'idée de quelle est la prochaine marche. Je ne pourrais pas dire un temps par repreneur, parce que concrètement, ça dépend de votre processus aussi à vous, ça dépend de où est-ce que vous êtes, ça dépend de si vous êtes accompagné par des experts. Certains que si vous êtes accompagné par exemple par un avocat pour faire le dépôt de la lettre d'intention, c'est quelque chose que je n'ai pas nécessairement besoin de vous accompagner. Donc logiquement,
Ça va vraiment, encore une fois, dépendre, mais on est là vraiment pour s'assurer que le transfert soit facilité, puis aussi longtemps que vous avez besoin de nous. Donc, ensuite, quels sont les principaux pièges qui pourraient survenir lors d'un transfert qui pourraient même mener jusqu'à faire échouer la transaction? Je peux peut-être y aller, Maxence. Évidemment, on peut parler autant avant la transaction et finalement, la transaction ne se conclut pas qu'après, puis le processus de transfert n'est pas un succès. Pour ce qui est d'avant la transaction, il y a quand même un bon travail de négociation à faire. Il y a un travail de vérification diligente, comme tu le mentionnais, Maxence, qui est très, très important. Le processus de vérification diligente, assurément, va être primordial pour éviter d'acquérir une entreprise là, qui ne serait pas dans les conditions souhaitées. Mais le seul principal piège, ça pourrait être une réponse qui durerait 2 heures, mais en même temps, c'est pas ce qu'on tente de faire. Quand on va être dans la VD, tous les aspects fiscaux, légaux, comptables sont peut-être parfois laissés de côté ou sous-estimés, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièges potentiels dans ceux-ci. Donc, assurez-vous de bien couvrir ces aspects-là dans la vérification diligente ou les côtés peut-être opérationnels, ressources humaines, vont peut-être être plus faciles à percevoir dans tout ce processus-là, puis peut-être plus automatique, disons, dans notre étude de l'entreprise. C'est ça, les aspects fiscaux, légaux sont moins peut-être apparents, mais sont d'autant plus importants. Puis suite à une transaction, il y a beaucoup encore là d'aspects qui peuvent faire échouer ou faire que la transaction n'est pas un succès. Il faut s'assurer en tant que releveur que on a bien le profil pour aller reprendre l'entreprise. Parfois, si on a un profil qui est très précis, que ce soit vendeur ou très ressources humaines, gestionnaire, financier, s'assurer d'avoir soit dans notre équipe de releveurs ou au sein de l'équipe qui est en place dans l'entreprise ou qu'on va mettre en place, des gens qui ont une complémentarité à apporter par rapport à nos forces, à nous. Après ça, la chimie avec ces personnes-là va être très importante pour permettre au transfert d'être un succès. Donc, vraiment, beaucoup de choses. Là, ça pourrait être, je pense que ça pourrait faire l'objet d'un webinaire complet, pièges à éviter et problématiques potentielles. Si je peux répondre rapidement, là, ça pourrait peut-être ressembler à ça. Je ne sais pas si Maxence, tu veux rajouter. Je dirais que la réponse à une liste de défis, ce serait est-ce que vous le voulez par ordre alphabétique ou par sectoriel? Parce que concrètement, c'est sûr qu'il y a 5 fonctions principales d'une entreprise et puis chacune d'entre elles vont poser des défis. Donc définitivement, c'est quelque chose où il faut pouvoir, ça va être aussi distinct d'entreprise en entreprise, là, de secteur en secteur. Donc, il y a des secteurs où le côté ressources humaines est essentiel. Je vais nommer juste la restauration. Si vous n'avez pas de serveur ou pas de cuisinier ou pas de plongeur, ça va être très difficile d'opérer. Puis il y a d'autres secteurs où ça peut être automatisé. Donc, ces éléments-ci vont vraiment être très variables. Peut-être qu'en nous disant le secteur de l'entreprise, on pourrait peut-être creuser un petit peu plus, mais je pense que ça vaudrait la peine d'avoir 1 heure avec quelqu'un pour vraiment identifier ces éléments. Prochaine question, c'est quelqu'un qui a lu le livre Génération Repreneur. Je vais d'ailleurs envoyer le lien dans le chat pour ceux que ça intéresse. La personne dit « Merci d'expliquer la différence entre le crédit vendeur et la balance de prix de vente. » Je te laisse, Olivier. Si tu veux y aller, parce que crédit vendeur, le terme ne me parle pas trop. Je n'irai pas dans les détails par rapport à ça. Concrètement, je dirais qu'il y a plusieurs mécanismes qui permettent aux cédants de financer en tant que tel une partie de la transaction. Je pense qu'Olivier sera très content de m'entendre dire que c'est très apprécié par les bailleurs de fonds. Donc, c'est vraiment important. Puis pour plusieurs transactions, c'est même essentiel. Je dirais que je ne suis pas assez
calé d'un point de vue financement pour pouvoir vous faire la distinction entre les deux. Puis, cela dit, c'est certainement pas la seule mécanique qui peut exister. Je pense souvent à des clauses juridiques comme par exemple la clause earn-out qui permet d'avoir un prix d'achat plus élevé, mais relatif uniquement au rendement futur de l'entreprise. Donc, tous ces mécanismes aussi, encore une fois, je me mettrai dans la cour d'un expert pour vous accompagner là-dessus. Je voudrais pas vous induire en erreur. Ouais, ben, en fait, si je lis bien, je vais essayer de sortir crédit vendeur là, pendant que tu parlais, puis je ne sais pas en effet si ça fait référence en partie à un earn-out. Mais si on fait la différence entre un earn-out, qu'on pourrait dire en français une clause payable sur performance en comparaison avec une balance de vente, il faut comprendre que généralement, le paiement de la balance de vente va être en quelque sorte garanti. On est certain que le montant va être payé. Après ça, c'est à voir dans le temps combien de temps ça va prendre, sous quelle modalité. Alors que le earn-out qu'on va appeler va être payable, c'est ça, sur performance financière sous l'atteinte de certains jalons, que ce soit qualitatifs, quantitatifs. Puis si on n'atteint pas ces objectifs-là qui sont ciblés, ben, le paiement du earn-out ne sera plus exigé. Donc, ça peut peut-être être la différence. Là. Je ne sais pas si c'est un autre terme, en fait, le crédit vendeur pour le earn-out, mais si ça l'est, là, ça ressemble un peu à ça, la différence entre les deux. On a le temps pour une dernière question. Quels sont les critères de financement pour pouvoir acquérir une entreprise après la mise de fonds? Ben c'est une question. De quelle façon est-ce que je pourrais répondre à ça? Quand je regarde uniquement les critères, les conditions, les garanties qui vont être prises lors d'un financement, évidemment, on va parler de cautionnement personnel. Donc, oui, il y a une implication du vendeur, mais au niveau monétaire de l'acquéreur, plutôt, désolé, au moment de la transaction, donc d'amener une certaine somme d'argent. Puis également, généralement, va devoir cautionner. Donc, c'est pas qu'on vient prendre la maison en garantie, la voiture en garantie, mais c'est plutôt que le repreneur est responsable personnellement de l'emprunt jusqu'à hauteur d'un certain montant. Vas-y, Olivier. Moi, je d'un autre côté, en fait, il y a tout le côté est-ce qu'on est le bon releveur pour cette entreprise-là? Est-ce qu'on a le profil suffisant ou le profil qui est cohérent avec l'entreprise qu'on souhaite reprendre? C'est beaucoup plus qualitatif, c'est beaucoup plus difficile à encadrer, mais il y a un travail qui va être fait avec c'est quoi notre CV, notre parcours, nos qualifications pour reprendre une entreprise, c'est quoi nos connaissances du secteur d'activité dans lequel on veut acquérir. C'est une question qui me paraît assez large, là, mais vraiment, les deux côtés vont être regardés. J'ajouterais peut-être deux éléments. Un qui paraît évident, mais qui est la cote de crédit du releveur. Logiquement, ça fait partie des éléments qui sont analysés. Puis un autre élément qui sera analysé, ça serait la question de la capacité de réinjection. Est-ce que vous mettez toutes vos billes dans l'acquisition de l'entreprise, puis là, vous allez dans l'entreprise, donc tous vos revenus sont rattachés à un projet qui, justement, on l'a mentionné, a de l'insécurité, de l'instabilité. On n'est pas certain à 100% de tous les éléments. Donc là, vous passez d'un statut d'employé à un statut de propriétaire avec quelque chose qui génère des revenus peut-être plus que ce que vous gagnez avant, mais qui est aussi fluctuant. Ou est-ce que vous avez finalement aussi de côté un badland, je ne sais pas, un 50 000, quelque chose qui est dans vos REER ou quelque chose qui pourrait justement permettre que si jamais l'entreprise a un enjeu de liquidité à court terme, plutôt que de vous retourner vers le bailleur de fonds en disant bonjour Olivier, finalement j'ai un problème, ce mois-ci je n'arriverai pas à atteindre, vous êtes capable de pouvoir piger dans vos poches pour dire oui, ce mois-ci je vais être capable d'atteindre parce que je sais que le mois prochain, les contrats qui sont signés, ça va ramener de l'argent, puis je suis capable ce mois-ci de payer mes employés avec ce que j'ai. Donc, ça fait partie des choses qui sont à considérer, mais c'est certain que la liste des critères financiers sont assez importants. Je ne sais pas s'il reste des questions. Lydie, je pense que c'était la dernière. Oui, on peut faire la conclusion. Il reste quelques questions, mais on va y répondre dans un article de blog qui va suivre bientôt, dont je vous enverrai le lien.
Parfait, merci Elodie. Écoutez, merci à tous pour votre présence. Merci aussi à notre partenaire, présentateur, commanditaire Desjardins Entreprises et Olivier pour sa présentation avec moi. C'était très agréable. Je vous invite à remplir un petit sondage de satisfaction Zoom qui devrait apparaître normalement à vos écrans actuellement. Et donc, comme Elodie l'a mentionné, pour toutes les questions qui sont en suspens, un article de blog va être publié mercredi prochain sur notre blog et on vous enverra un courriel avec le lien afin d'avoir les réponses. Finalement, n'oubliez pas de vous joindre à nous au sommet du reprenariat à Montréal le 29 mars prochain, donc ce à quoi Alexandre vous a invité. Lors de cet événement, nous aurons la chance d'assister à plusieurs ateliers, panels et conférences. Donc en plus, on fera du réseautage. Donc c'est quand même un point non négligeable, soit entre vous qui chercherez des partenaires d'affaires ou potentiellement des cédants ou des repreneurs pour votre transaction. Le lien est dans le chat et vous sera également envoyé par courriel avec un remerciement de notre part. Merci encore à tous et bel après-midi.